Salut à tous, c'est Bismart, rediffusion d'été. Et là, vous allez le voir, des profils d'entrepreneurs qui vont dans des territoires qu'on n'attendait pas forcément. Soit parce que, a priori, ce n'était pas leur place. On démarrera avec ça d'ailleurs. Hein. Comment est-ce que du COMEX d'un grand groupe, je passe à une start-up? Soit parce qu'on se dit que ce n'est pas des terrains où on va forcément entreprendre. Tiens, tenez, vous allez découvrir l'atelier du sourcil. C'est parti. Bonjour Bénédicte. Bonjour Stéphane. Bénédicte, donc je vous le disais dans le sommaire, Bénédicte, elle était au COMEX de la SNCF. Hein, c'est ça. En charge du Transilien. Par exemple. On avait parlé ensemble de la gare de Clamart. Je me souviens très bien. Bénédicte. Je me suis doutée que vous habitiez à Clamart, que peut-être qu'il y avait des trucs avec la gare de Clamart. Et c'était un casse-tête, la gare de Clamart. Ouais. Il y avait le Grand Paris, le TGV, le truc, j'ai noté que vous aviez interviewé le président de la Société du Grand Paris, donc vous avez sans doute eu des retours. 2 heures avant qu'il se fasse virer. Le pauvre. Bon. Drôle d'histoire. Hein. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il était au courant au moment de l'interview. C'est une formidable... Alors allez voir ça. Formidable interview. On a parlé de tas de choses absolument passionnantes. Et donc, COMEX, en charge du Transilien. C'est quand on est en charge du Transilien, on manage combien de personnes, Bénédicte? On va dire, grosso modo, 50 000 personnes. 50 000 personnes. Il y en a qui sont en direct, d'autres qui sont en indirect. Mais surtout, on a la responsabilité de 3 millions de voyageurs tous les jours. Et ça représente presque 10 fois le trafic du TGV. On n'en a pas conscience. Et puis, c'est des gens qui ont besoin du train pour aller bosser. Et on ne peut pas dire que ce soit super rigolo tous les jours. Pourquoi à un moment, tu dis j'en ai marre? Alors si, tu le racontes très très bien d'ailleurs. Tu dis, ah oui, ben oui. Parce que cette histoire, elle va tous vous intéresser, les amis, si vous avez, on va dire autour de la cinquantaine. Voilà, on va dire ça. Très gentil, Stéphane. C'est-à-dire qu'il y a réorganisation de pouvoir au sein de la SNCF et tu te rends compte que tu vas être placardisé. Ouais, je me dis... T'as pas envie d'être placardisé. Je me dis qu'en fait, on va prendre beaucoup d'égards avec moi, parce que j'ai fait pas mal de choses dans ma vie à la SNCF, mais que je vais me retrouver avec des trucs très inintéressants à faire. Et surtout, je vais perdre mon énergie, mon enthousiasme. Et je pense que les dirigeants qui perdent la niaque, c'est des poisons pour les entreprises. C'est des poisons pour les collaborateurs. Et je me souviens, jeune, avoir vu ça. Et je me suis rappelé de m'être dit, jamais, jamais. Et donc, quand je sens que ça va m'arriver, je me tire, pour dire les choses de manière crue. Je me tire et du coup, partant, je n'avais pas vraiment de plan organisé. Je me dis, qu'est-ce que tu aurais voulu faire dans tes rêves les plus fous, puisque finalement, l'occasion t'est donnée. Et donc, je n'ai pas cherché un boulot pareil, parce que je pense que j'aurais eu du chagrin, en fait. J'ai eu du chagrin quand même de quitter la SNCF. Ouais, tu peux pas aller chez, j'en sais rien, Keolis, voilà, ou chez... En fait, Keolis aurait pu, parce que c'est le groupe SNCF, mais quand même, j'aurais pas pu refaire une Transdev, autre... Voilà, j'aurais pas pu. Mais malgré toute l'amitié que j'ai pour les gens de Transdev... Ouais, non, mais je comprends ça. Je m'étais dit, il faut vraiment faire autre chose. Et quitte à faire autre chose, faisons un truc qui fait rêver, et voilà. Et alors... Bon, comme tous les dirigeants, je m'étais fait mon petit safari en Silicon Valley pour découvrir le monde des startups. Mes enfants y travaillaient. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ton tour, ma fille, c'est à toi d'y aller. Voilà. Et donc, j'ai eu très envie de ça. J'allais dire quoi qu'il en coûte. Et tu rentres dans une start-up. Je vais te lire. Alors que je vais lire le truc, les amis, parce que c'est écrit avec beaucoup d'humour. Alors donc tu rentres dans la start-up le premier jour. Ça ressemble pas vraiment à des bureaux, plutôt un croisement entre une salle d'études et une location de vacances. Je comprends qu'il faut que je m'assoie là où je trouve de la place. Chaque table est encombrée par une forêt de câbles mélangés que l'on devine attachés tous au même Mac de chacun des membres de cette tribu bruyante. Mon Mac, je l'ai acheté la semaine dernière. Personne n'a pensé à me dire que les commandes CTRL-C et CTRL-V ne fonctionnaient pas et je n'ose pas demander de l'aide autour de moi de peur de déclencher un fou rire généralisé. J'adore. Et encore un autre extrait que j'aime encore plus. Donc de deuxième jour, troisième jour, je sais pas quoi. Quelqu'un peut me dire où est le départ courrier? Ma question tournoie jusqu'à ce que Marcel, qui a fait un stage dans un grand groupe, comprenne de quoi il s'agit et m'indique le bureau de poste le plus proche. C'est un choc de culture totale. Oui, c'est un choc. Enfin, c'est 3 chocs, à vrai dire. Parce qu'il y a d'abord le choc grand groupe start-up. Ensuite, il y a le choc mon âge et les millennials. Ils ont tous l'âge de mes gosses.
Et puis, il y a un troisième choc, et peut-être que je n'avais pas anticipé, et qui est le plus difficile, c'est que j'étais membre du COMEX, donc une sorte de statut de reine d'Angleterre, à qui il y a beaucoup de déférence envers... Et puis, d'un seul coup, je me retrouve salariée de base. Il n'y a plus de départ courrier. Il n'y a plus de départ courrier. Et puis, en fait, les slides, il faut se les taper soi-même. Et en fait, ce que je découvre, et je pense que c'est là que j'ai le plus grandi, où j'ai le plus appris, c'est que dans une vie professionnelle, au début, on fait les choses, ensuite, on les fait faire, ensuite, on apprend les pouvoirs d'influence. Et puis, un jour, on s'aperçoit, comme ça m'est arrivé, qu'on ne sait plus rien faire du tout. C'est-à-dire, ce que font les autres, on ne sait pas le faire. Et pour moi, ça a été une vraie claque dans la figure. Oui, mais les slides, on s'en fout. Non. Ok, moi non plus d'ailleurs. Oui, mais dans une start-up, on n'a pas les moyens d'avoir du taylorisme ou des tiroirs ou des silos. Donc en fait, chacun doit mettre la main à la pâte. Et donc du coup, Bénédicte, est-ce que tu peux faire des slides? Parce qu'il faut aller faire des présentations devant les clients. Parce qu'il faut les faire tout de suite. Et qu'on n'a pas, on va donc pas tayloriser le boulot. Et puis c'est bien normal. Et donc je me retrouve dans la situation de, en fait, pour faire court, tout ce que je savais faire n'était pas utile. Rien de ce que je savais faire n'était utile, pardon. Et en fait, ce que j'avais à faire, je ne savais pas le faire. Voilà. Et donc, ça a été un choc, mais vraiment important au départ. Alors, ce que je dois dire, c'est que la caractéristique de cet univers, c'est que les gens étaient extraordinairement bienveillants. Donc, ils m'ont appris, ils m'ont prise en main. J'ai pas dit tout ce que... Enfin, certains, quand ils ont lu ce que vous venez de lire, se sont dit « Waouh, elle était vraiment encore plus ignarde que ce qu'on avait imaginé. » Bon, mais contrôle-C, contrôle-V, absolument. Bon, mais quand même, moi, ça m'a fait vraiment un bien fou. J'ai beaucoup appris techniquement, de fait, mais je crois que c'est pas là où j'ai le plus appris. Ce que j'ai appris, c'est d'être dans un grand tout, quelqu'un qui est différent et décalé, et qui doit courir pour pas que les autres s'en aperçoivent. Oui, enfin, c'est quand même assez darwinien, quoi. Enfin, tu dis tout le monde était très bienveillant, etc. Enfin, on va raconter un peu l'histoire, parce que c'est en ça où cette histoire est très, très intéressante. C'est qu'elle raconte quand même une forme d'ambiance. C'est quand même darwinien. Tu dois y arriver, quand même. Ah, oui. Voilà, en fait, une petite entreprise, elle est quand même sous la pression de... Combien? Parce qu'alors tu restes très vague, on comprend pourquoi d'ailleurs, hein, parce que tu fais des portraits, etc. Donc tu restes très très vague sur quelle était cette entreprise, etc. Bon, on ne sait pas quelle est cette entreprise, mais il y avait à peu près combien de collaborateurs à l'intérieur? Il y a une centaine de personnes qui interagissent, mais toutes ne sont pas formellement des collaborateurs, parce que c'est un univers dans lequel on croise énormément de freelance, qui était d'ailleurs aussi univers du conseil, hein. Ouais. C'est à la fois un incubateur de start-up et aussi fait du conseil, puisque en fait la caractéristique d'un incubateur de start-up, c'est que non seulement il fait grandir des petites entreprises, mais il fascine aussi les plus grandes. Et il y a beaucoup de présidents ou de DG de grands groupes en fait qui veulent fabriquer la même chose au sein de leur entreprise et qui demandent à cet incubateur de leur faire grandir leur propre troupe dans le cadre de démarches d'entrepreneuriat. Et donc c'est aussi ça, c'est à ça aussi que j'ai participé. Donc, je reviens sur ce que tu disais, c'est magnifique, parce que c'est même presque un concentré de la civilisation. C'est-à-dire, au début, tu sais faire quelque chose, et à la fin, tu sais plus rien faire. Ça veut dire que tout ce dont on parle dans les grands groupes, mais sans vraiment que ça démarre, de mentoring inversé, de temps en temps quand même, que les membres du COMEX se retournent s'asseoir au milieu des troupes, etc., c'est pas de... Enfin, il faut le faire. C'est ta conviction ou... Oui, ma conviction, c'est qu'en fait, ce sont dans les petites choses de la vie quotidienne que se logent les grandes transformations. Et quand on est membre d'un comité exécutif, on ne voit que les gros traits et la stratégie. Et on ne mesure pas que pendant le temps qui passe, les pratiques quotidiennes changent. D'ailleurs, la preuve en ce moment avec le Covid, ce sont les gens qui sont au contact des clients ou au contact des collaborateurs qui voient à quel point le service qui est rendu de manière différente. Ce n'est pas ceux qui sont dans les bureaux qui se rendent compte de ça. Et donc, quand on est dans une entreprise et que le numérique nous fracasse, on n'a pas forcément conscience de jusqu'où ça va dans le quotidien des collaborateurs. Ceux qui savent s'en servir et ceux qui ne savent pas s'en servir. Et moi, j'ai vu... Et comment on fait pour résoudre ce problème? Je pense que je suis assez contente d'avoir fait cette expérience parce que je pense que ça fait partie des expériences que d'autres pourraient faire. D'ailleurs, dans mon quotidien aujourd'hui, j'accompagne des dirigeants qui, en fait, se rendent compte qu'il est nécessaire de manager autrement pour emmener leurs équipes, en fait, dans un monde émergent. Il y a clairement un discours d'authenticité à avoir et il y a clairement...
une responsabilité des dirigeants de dire je sais pas. Parce que quand on dit je sais pas, on donne la possibilité à quelqu'un de vous aider. Et je pense que c'est très important dans un univers qui est en train de bouger comme ça, que tout le monde contribue à modifier le modèle. Parce que, quand même, quand tu dis... Alors, juste un mot là-dessus, parce qu'on va retourner sur la start-up, c'est quand même ça le sujet. Non, je suis un peu perturbé quand tu dis... parce que c'est un discours que j'entends beaucoup et que je conteste. Quand on arrive quand on arrive tout en haut, on ne sait plus rien faire. Non, j'entends beaucoup des chefs d'entreprise que je respecte beaucoup. Le patron d'une PME, etc., qui dit « Mais ces managers des grands groupes, on s'en fout, c'est pas eux qui sont importants. » Si, les gars, c'est eux qui sont importants. C'est-à-dire, savoir quand même piloter une entreprise qui fait 20, 30, 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas ne savoir rien faire quand même, Bénédicte. Non, mais c'est clair. C'est assurer la croissance du pays et l'emploi de centaines de milliers de personnes. Oui, et je crois que j'ai su faire ça. Cette blague, voilà. Et par ailleurs... Pardon, c'est pas donné à tout le monde. Oui, mais par ailleurs, il faut pas laisser penser que la manière de diriger ne change pas. Et j'ai la conviction que les cycles se sont raccourcis, c'est-à-dire ce qu'on attend des dirigeants, c'est qu'ils soient capables de projeter des visions et des ambitions, sans doute à plus long terme, et dans le même temps de raccourcir les cycles. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on voyait plutôt avant, c'est-à-dire des cycles à 3 ans avec des budgets, aujourd'hui, on travaille presque comme en start-up avec des cycles qui se raccourcissent. Oui, ça, c'est vrai. Et ça, par exemple, c'est des choses que j'ai apprises en travaillant dans la team, ou de savoir très bien observer les gens, parce qu'en fait, les clients n'expriment pas d'attente, mais c'est parce qu'on les voit se galérer avec un service qu'on leur rend, qu'on a des intuitions sur les transformations de produits ou de services qu'on doit leur proposer. Donc, je ne dis pas que les dirigeants sont inutiles, je l'ai été pendant longtemps. Je dis simplement que ça ne suffit plus et que la stratégie et l'exécution sont mêlées. Et donc, quand on divise la stratégie et l'exécution, on court le risque, en fait, de déraper par rapport à une exécution qui est différente. Je dis juste ça, et je pense que ça, c'est très important. Alors, un autre point, je te bouscule un tout petit peu, parce que le temps tourne vite, Bénédicte. Un autre point que j'ai... toute idée ou projet nouveau y est accueilli par un trop cool. Il est fascinant de vivre dans un univers dans lequel chaque projet est a priori considéré comme une bonne idée. Ça, pour moi, ça a été exceptionnel. C'est formidable. De découvrir ça, de retrouver ça. Et je ne sais pas depuis combien d'années, je n'avais pas vraiment eu ça. C'est-à-dire, c'est vrai que j'ai passé ma vie à essayer d'embarquer des gens, à être peut-être parfois à surjouer l'enthousiasme, l'énergie. Sur des projets de transformation qui sont indispensables. Voilà. Et là, par défaut, tout est cool. Alors après, évidemment, parfois, il faut creuser. Et puis les bonnes idées, on sait que c'est 10% du boulot. Après, il faut mettre en œuvre l'idée. C'est ça qui compte. Ouais. Et c'est ça que j'ai aussi appris à faire. C'est-à-dire, le diable est dans les détails. On vient de s'en dire un mot. Mais c'est vrai qu'avoir des gens enthousiastes, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, ils sont choisis pour ça. C'est-à-dire que finalement, moi aussi, j'ai participé à des recrutements. On ne prend pas les gens parce qu'ils viennent, sortent d'une école ou d'une autre. Ça rassure parce que ça dit qu'ils savent apprendre. Mais c'est pas suffisant. Et voire, on préfère avoir des gens enthousiastes qui vont savoir apprendre, mais qui ont eu des expériences, qui ont démontré en fait leur capacité à se débrouiller. Et ça c'est vraiment chouette. Ça, c'est vraiment une expérience inouïe d'avoir des gens qui ont envie. Enfin, voilà. Et alors, quand tu dis renoncer aux enjeux de pouvoir, parce qu'on va basculer maintenant sur le dark side quand même, parce que à un moment, combien de temps t'es resté? 2 ans? 2 ans. 2 ans. Et à un moment, t'en as marre, quoi. Bon, on peut oui, le dire. Enfin, tu l'écris, hein. Oui, voilà. Je l'écris parce qu'à un moment, je me dis, mais en fait, je vois la boîte grandir. Je vois qu'elle s'expose à des risques qui sont liés à sa croissance. Et je vois que ces risques, pour le coup, je suis capable d'anticiper ce que ça va produire. Et donc, j'ai envie de m'en mêler. Or, le problème, c'est que je ne sais pas m'en mêler en ne dirigeant pas. Et être à côté sans être aux commandes, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Et je crois que les fondateurs ne mesurent pas que je peux éventuellement les aider, ou sans doute ne savent-ils pas comment me demander de le faire. Enfin, en tout cas, on est dans un petit jeu compliqué. Et là, je me dis, en fait, voilà, je crois que c'est terminé. Je vais plus pouvoir continuer. Surtout, je vais me retrouver dans la situation de 2 ans avant. C'est-à-dire, si je commence à râler, à perdre mon enthousiasme, c'est moi qui vais les empoisonner. Oui, mais tu mets quand même le doigt sur une fragilité qui est que ces jeunes gars qui réussissent très très vite,
c'est très compliqué. Tu sais, Bénédicte, quand on s'est rencontrés la première fois, je disais que j'allais le raconter. Je ne sais pas si tu t'en souviens. C'était Guillaume Pépi à l'époque, patron de la SNCF, et il recevait Xavier Niel devant un parterre de jeunes entrepreneurs. Je me souviens très bien. Et il y a un jeune gars qui se lève, dont je n'avais jamais entendu parler. Bonjour, je m'appelle... Donc c'était il y a plusieurs années, les amis. Je m'appelle Frédéric Mazzella, patron de Blablacar. Jamais entendu parler. Xavier Niel, il démarrait tout juste. Comment est-ce qu'on maintient la capacité d'innovation une fois qu'on a 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires? Je lui disais, waouh! C'est-à-dire, le gars, il avait compris un truc, et c'est pas par hasard derrière si Blablacar devient Blablacar, que la vérité de la start-up peut pas être ensuite la vérité de l'entreprise qui commence à se structurer. Mais clairement, c'est-à-dire que passer du kilomètre 0 au kilomètre 1, ça demande une énergie incroyable. Mais passer du kilomètre 1 au kilomètre 10 et ensuite du kilomètre 10 au kilomètre 100, c'est d'autres compétences. Et c'est là où ça devient compliqué, parce que ça suppose éventuellement de faire rentrer dans l'entreprise des gens qui n'ont pas la même culture. Quelqu'un qui va venir d'un cabinet de stratégie, par exemple, pour mettre la compta au carré, ou pour... ou un directeur général qui va diriger sa boîte comme un directeur général. Exactement, voilà, tout à fait. Et qui, du coup, va frustrer les gens qui sont là depuis le début et qui auraient bien voulu grandir avec l'entreprise, ou bien qui va, dans sa manière de faire, abîmer cette fameuse culture et cet enthousiasme natif de l'entreprise. Et ce passage, cette transformation, ce passage d'une phase dans une autre, je trouve que c'est extrêmement critique et très intéressant. Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir vu tout ça depuis l'intérieur. Tu dis d'un mot que quand même l'égalité professionnelle, oui, alors entreprise à mission, tout ça, machin, oui, ça, ils sont tous à fond dedans. Égalité professionnelle, pas sûr, voilà. C'est-à-dire, en fait, le monde de la start-up, c'est un monde où on monte ses biscottos. Ouais. Frontière ténue, alors c'est pas de toi ça, mais j'ai noté ça, frontière ténue entre engagement total et management toxique. J'aime bien cette phrase. En fait, le management n'a pas bonne presse, c'est-à-dire que... Mais tu disais, on monte ses biscottos. On monte ses biscottos, et puis il y a cette espèce de fameuse phrase, fake it until you make it, c'est-à-dire fais semblant avant de savoir faire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très féminin. C'est-à-dire que, ça valorise plutôt des cultures masculines, des cultures guerrières. Et pour avoir beaucoup écouté les filles dans cet univers, ce que j'ai constaté, c'est que ça les mettait mal à l'aise. Et donc, le risque, c'est d'avoir une répartition des rôles avec des rôles business confiés aux garçons, et puis les rôles soutien, support, RH, aux filles, c'est-à-dire la reproduction d'un modèle qu'on retrouve dans les grands groupes et qui est à nouveau à l'œuvre dans les startups sans forcément que quelqu'un s'en aperçoive. Et j'ai beaucoup de respect pour un type qui s'appelle Anthony Babkin, qui d'ailleurs a lu mon livre avant les autres et qui a mis la gentillesse de mettre un petit mot. Il dit le problème des startups, c'est qu'elles n'ont pas de culture de la diversité. En fait, elles n'ont pas les moyens d'avoir une politique RH, et donc, elles sont pas à l'image de la société. Et d'ailleurs, il n'y a que 2,4% dans les startups de personnel qui a plus de 55 ans. On va terminer avec une phrase, Bénédicte, qui pourrait être un slogan pour Bismarck. Peut-être que je te demanderai de nous le piquer un jour. Voilà. J'ai beaucoup d'admiration pour celles et ceux qui savent arracher au néant le projet qui deviendra leur entreprise. Ils méritent la fascination que l'on peut avoir pour eux. Ouais. Arracher au néant, c'est ça un entrepreneur. Absolument. Et on peut chapeau pour cette on phrase. Peut leur donner, on peut leur faire un coup de chapeau en ce moment. On peut leur particulièrement donner crédit pour tout ça, absolument. Ça s'appelle la team, les amis. Bénédicte Tilloy, donc qui était notre invitée sur Bismarck. Donc on repart les amis avec la lessive, mais pas seulement avec la lessive. Laure Favre, bonjour Laure. Bonjour Stéphane. Donc Laure, tu as travaillé 20 ans dans alors la détergence, je ne savais même pas que le mot existait, c'est-à-dire la lessive et l'ensemble des produits d'entretien. Ouais, c'est ça. Donc pour, j'imagine, un géant. Pour des très gros groupes, ouais. Ce qu'on appelle les lessiviers. Ouais, voilà. Voilà, des grands groupes internationaux et puis des groupes plus locaux aussi. Mais ils sont tous assez gros quand même, non? Enfin bon, évidemment, le plus gros qu'on connaît, c'est Procter. Ouais, en fait, il doit y avoir Henkel aussi. Enfin, ils sont tous à 20-30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça, c'est des mastodontes. Et il y a 3 gros groupes qui font 90% de part de marché en France. Voilà, c'est ça. Et toi, tu t'es dit, moi, avec mes petits bras, je vais aller leur tailler les croupières.
Bah ouais. Non, mais j'adore. Mais non, mais c'est ça qui est formidable. En fait, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans ces marchés. Et ça fait aussi 20 ans, j'ai une formation de marketing. Ça fait 20 ans que j'ai l'occasion de parler avec des consommateurs qui me disent ce qu'ils ont envie de consommer, leurs attentes, et puis de voir aussi l'évolution de la société. Et regarder un rayon de supermarché sur ces 10 et 20 dernières années, l'offre n'a pas vraiment changé. C'est toujours un océan de plastique. Mais moi j'ai l'impression qu'elles ont quand même pas mal évolué, ces lessives aujourd'hui. Elles nous vendent justement, elles nous disent qu'elles ont retiré un certain nombre des produits les plus inquiétants qu'il y avait dans leur composition. Elles se sont compactées. Alors, Ce qui est peut-être d'ailleurs une arnaque marketing, parce que j'ai l'impression que nous, on en met toujours autant dans le... Alors, il y a deux choses. Il y a machine. une évolution, c'est vrai. C'est-à-dire, il y a des tentatives d'amélioration de l'offre, c'est certain. Les formules s'améliorent, mais elles restent encore pour beaucoup. La 90% de l'offre en rayon, aujourd'hui, sur les lessives ou les produits d'entretien, c'est des offres qui peuvent contenir des matières controversées, donc qui sont les allergènes, les cancérogènes ou des perturbateurs endocriniens, Est-ce par que exemple. tu peux t'en parler? Alors, allons-y, parce que c'est l'une des questions. Quand je fais une lessive, on va dire, moderne, responsable, durable, etc., est-ce que je peux me passer de l'ensemble de ces matières que tu dis controversées, matières chimiques? Oui, alors c'est tout le travail qu'on fait avec Spring. C'est un travail qui est important, qui est compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut trouver des matières de substitution. Parce qu'il faut que ça lave quand même. Mais c'est le nerf de la guerre. Ça sert à rien de proposer un produit qui ne va pas remplir sa mission principale, qui est celle de vraiment nettoyer. Donc la priorité, c'est d'avoir un produit qui soit aussi efficace que les produits standards du marché et avec des matières qui sont plus vertueuses et meilleures pour la santé. Alors là, vous avez... J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, il y a un système de sécurité sur cette boîte. Ah, c'est incroyable! Donc, alors, on le dit d'un mot. Donc, en fait, on va recevoir la lessive... Ouais. La proposition par la Spring, poste. c'est des produits qui sont... Attends, tu vas nous raconter tout ça, marketing, mais on va la recevoir par la poste. Donc, tu te dis, recevoir par la poste, quand même, des petites balles de lessive, peut-être un peu dangereux. Il y a une sécurité en fait. Ouais, alors on a travaillé plus d'un an sur cette boîte. J'arrive pas à l'ouvrir. Un double objectif. Alors, vous voyez, sur les côtés, il y a deux petites ailettes. Ouais. Il faut appuyer simultanément sur les deux D'accord, côtés mais oui, bien et pousser sûr. par l'arrière. Oh là 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 là, Voilà, et ça y est. Donc on a travaillé plus d'un an sur cette boîte, qu'on a fait breveter parce qu'on a créé un système Et de là, je me sécurité retrouve- alors, sur du carton. Là, je me retrouve avec un truc que je peux acheter en grande surface. Pas exactement le même, parce que ça, cette lessive, elle est... Donc c'est une petite bulle, comme vous pouvez en trouver en grande surface. Je le dis parce qu'il y en a qui nous écoutent en podcast, à la radio, tout ça. C'est voilà, ce qu'on appelle les capsules. capsules de lessive. Donc c'est de la lessive liquide qui est donc encapsulée. C'est la plus petite du marché, c'est même une innovation mondiale en fait. Elle fait 14 millilitres. Les capsules standards qui existent en rayon aujourd'hui, elles font entre 25 et 30 millilitres. Donc pour faire ça, on a compacté au maximum en utilisant des matières qui sont plus performantes, puisque comme on disait tout à l'heure, l'idée c'est toujours d'offrir un produit qui soit aussi efficace que les produits standards du marché, bien évidemment. Donc matcher les standards d'efficacité des marques conventionnelles en fait, avec moins de matière pour avoir une formule qui est plus compactée, qui est plus vertueuse pour l'environnement, parce que du coup elle est moins lourde à transporter et donc elle a un impact meilleur sur le bilan carbone. D'accord. Et elle rentre dans cette petite boîte qui rentre dans la boîte aux lettres. Et elle rentre dans cette petite boîte qui rentre dans la boîte aux lettres et qui, alors c'est une image, vous irez voir parce qu'il faut aller voir ça quand même, c'est quand même une sacrée aventure. Wispring.com. Voilà, wispring.com et donc vous irez voir, en fait, il y a une petite image et vous pouvez glisser cette petite boîte entre la machine à laver et le meuble qui est à côté, un placard, la commode qui est à côté. Elle fait 2,5 cm d'épaisseur. C'était pas prévu au départ. C'est un gros livre de poche. L'objectif de notre proposition, c'est d'apporter du service au consommateur avec un produit qui est meilleur pour la santé et meilleur pour l'environnement. Et surtout, on se dit, moi j'adore ce que je fais, ça fait 20 ans que je suis dans la lessive, mais franchement, je vais vous dire Stéphane, moi c'est pas une passion d'aller acheter ma lessive en supermarché. Ce qu'on se dit, c'est que l'idée c'est d'apporter du service au consommateur avec un système de livraison programmé et selon votre fréquence et vos besoins, on va vous livrer régulièrement dans votre boîte aux lettres la lessive dont vous aurez besoin. Et parce que, donc, il y a l'efficacité de lavage à toutes les températures. Non, parce que moi, je fais les courses, je sais. À toutes les températures, parce qu'il y a le sujet des températures aussi. Il y a le sujet de l'utilisation à froid. En fait, parce que les textiles sont de plus en plus fragiles aujourd'hui. Oui, et alors, il y a aussi, c'est pour le respect des textiles et aussi pour un souci de maîtrise des énergies. En plus, nos lessives, elles sont efficaces. Moins l'eau. Exactement, des basses températures, donc des 20 ou 30 degrés. La lessive va être efficace, ce qui fait qu'en fait, on va avoir besoin de moins d'énergie pour chauffer l'eau. À froid, non. On dit que 20 degrés, c'est froid. Donc, oui. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, ça c'est... Donc, alors, tu dis effectivement dans un, j'allais dire baril, c'est plus des barils maintenant. Bref, dans un
comment on dit? Un bidon Un de bidon, lessive. voilà. Tout Dans un simplement. bidon de lessive, il y a 80 à 90% d'eau, c'est ça, hein? Alors, c'est 75, 75. 90% c'est plutôt sur les sprays ménagers comme ça. Une lessive, c'est 75% d'eau. Donc, notre lessive de 14 ml, elle est 4 fois plus concentrée qu'une dose équivalente dans un bidon de lessive. Un bidon, c'est 75% d'eau et un bidon que vous allez jeter après quand vous l'aurez terminé. Alors, une fois qu'on a cette... combien de temps pour concevoir l'ensemble de cette histoire-là? Alors, il y a le travail sur la boîte qui nous a pris plus d'1 an. On l'a fait breveter parce que inventer ce système de sécurité sur une boîte qui est 100% sans plastique, c'était un vrai challenge. Mais c'est dingue. Mais tu t'es allié avec un professionnel pour faire ça? Alors, on a travaillé avec un ingénieur en packaging pour inventer ça. On s'est inspiré de systèmes qui existent dans la pharmacie. Qu'on a... C'est ça. Oui, parce que dans la pharmacie, pour les médicaments, il y a des systèmes Même de chose, sécurité évidemment absolument. qui existent. Voilà. Donc on s'est inspiré de ce genre de système-là, qu'on a amélioré, optimisé pour que ce soit adaptable sur une boîte qui est donc en craft, donc 100% sans plastique. Je suis bluffé. Bluffé par la lessive au Non, lait, je suis ça. bluffé par la... En fait, je suis bluffé par l'enveloppe de la lessive. La lessive, je ne sais pas encore, il faut Voilà, essayer. vous me direz alors. Mais je suis bluffé. Bon, comment est-ce qu'après, on a accès au marché quand même? Parce qu'on est sur un... Enfin, on est sur... Ça va être compliqué. Comment est-ce qu'on touche le consommateur avec Alors, Madame la pro du marketing? Avec un sujet Notre comme ça. objectif, c'est d'être... Donc, on est vendu sur le web, on est une DNVB, un Digital Native Vertical Brand. On a lancé... Digital Native Vertical Brand. Yeah, ça sonne. On a lancé la marque, on a nos premières commandes en août l'an dernier, et on est vendu par les réseaux sociaux. Donc on fait toute notre communication sur Instagram essentiellement, un petit peu sur Facebook aussi, et puis on a la chance d'avoir une communauté qui est très réactive. On a beaucoup de bouche à oreille. Puisqu'ils adorent nos produits, on est noté 4,9 sur 5, donc c'est une grande fierté, parce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'efficacité 4,9 sur 5 par qui? Sur par quoi? nos consommateurs. D'accord. Voilà. C'est audité ce chiffre-là? Il est validé? C'est fait, vous savez, par des outils de notation extérieurs, pour que ça ait de la valeur. Avis vérifié, etc. et tout. Un des points qui était hyper important pour moi, pour Spring, c'était la transparence et l'honnêteté. Moi, j'ai envie d'être dans... Voilà, j'ai passé les 40 ans, j'ai la chance de pouvoir créer ma marque. J'ai envie de faire quelque chose dans lequel je crois et dont je puisse être fière. Et on n'a pas envie d'être dans une forme de bullshit marketing dont on en a pu en entendre parler pendant des années. T'en as fait pendant 20 ans du bullshit marketing, donc... Je ne dirais pas ça, mais je dirais qu'on peut en voir au quotidien et que la fierté qu'on a derrière Spring, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on met nos noms sur les packs, c'est de vendre un produit dont on est fier et qui est sincère et honnête. Ah oui, je l'avais pas vu. Préparé avec amour par Laure. Ouais. Vous avez vu un peu? Ouais, mais à un moment, tu vas pas pouvoir tous les préparer avec amour. Non, c'est pour ça Laure, que même mes si- associés Philippe et Ben préparent aussi avec amour. Et c'est eux qui vont signer le truc, Ouais. etc. et tout. Ouais. Combien Ouais. de clients aujourd'hui, là? Aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de milliers d'abonnements. Non. Ouais. Mais parce qu'en fait, on a une proposition qui répond vraiment à ce besoin de transparence des consommateurs. Vous savez, qui nous parlent en direct sur Instagram quand on nous pose une question ou sur nos formulaires de contact ou autre. C'est nous qui répondons en direct. Hein. C'est pas un service client à l'autre bout du monde. Oui, mais même avec 10 000, ça veut dire que ça se passe bien, On quoi. n'a quand même pas 10 000, ouais. Oui, voilà, On c'est n'a ça. pas 10 000 contacts par jour, Ouais, heureusement. ouais. Et puis, Mais ouais, oui, on a une proposition qui plaît parce que le fait d'offrir... ils ont dû une demander, il doit y en avoir au moins la première fois, on doit demander comment on ouvre là. Oui, alors Il y en a qui on a un petit tuto. Alors, il y a un mode d'emploi derrière le pack. Mais comme tout le monde a commencé par moi, personne n'ouvre les modes d'emploi. Non. On a aussi une petite carte postale Don't qui read the accompagne le fucking pro- manual, tu sais. On a une carte postale qui Bon, dis donc, le pack. temps tourne. Parce pardon. qu'il y a ça aussi. Ouais. Et donc ça, c'est quoi, ce Bah, truc? ça, c'est l'idée, c'est aller encore un cran plus loin sur notre... Ça, c'est pour nettoyer les surfaces, ça? Oui, c'est des sprays nettoyants pour les vitres, la salle de bain ou les multisurfaces, donc la cuisine par exemple, ou ce genre de surface. Il y a de l'eau de javel dedans? Non, il n'y a pas d'eau de javel. Il en faut quand même, non? Non, on peut On nettoyer... peut désinfecter sans eau de javel aujourd'hui? Alors, un désinfectant, on peut désinfecter avec d'autres manières, mais ça, c'est pas des produits désinfectants. C'est des D'accord, produits c'est pour nettoyants. nettoyer. D'accord. Et ça, c'est aller au bout de cette démarche qui est de se débarrasser des plastiques à usage unique et puis d'arrêter de vendre aux consommateurs de l'eau. Un spray nettoyant classique, c'est 90% d'eau et c'est une bouteille que vous allez mettre à la poubelle quand vous l'aurez jeté pour racheter exactement le même produit derrière.
Donc, je pense qu'il y a une forme d'aberration et qu'il est temps de proposer une autre solution quand même. Oui, mais alors là, moi j'ai vu ça, je me suis dit, mais je fais les courses, je les achète les recharges justement, puis je les remplis maintenant, mes bidons, tout le monde fait ça. Sauf que toi, tu vas beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, ton détergent, voilà, on va appeler ça comme ça, il est concentré dans cette petite pastille que j'ai là entre mes doigts. C'est vraiment, enfin là encore, si vous nous écoutez en podcast, c'est toute petite pastille que je vais mettre dans l'eau. Oui, c'est ça. En fait, les produits rechargeables dans le marché aujourd'hui, ils font 5 à 10% du rayon, mais pas plus. Et ils sont proposés dans des poches en plastique. C'est la même formule liquide, donc toujours faite à 90% d'eau. Donc nous, ce format-là, donc effectivement, ça ressemble à un gros comprimé, si vous voulez. C'est un comprimé effervescent qui fait 4 grammes et il représente les 10% de matière active qu'on a dans notre produit fini. Donc on propose un kit avec des bouteilles qui sont réutilisables à l'infini. Vous les achetez une bonne fois pour toutes. Vous remplissez avec l'eau du robinet. La petite pastille, c'est effervescent et en moins de 10 minutes, vous avez retrouvé votre formule. Il y a quelqu'un d'autre qui fait ça ? C'est une innovation. C'est regarde avec un grand sourire, genre. Mais oui, parce que j'en suis très fière. Mais je l'ai vu nulle part, ça. Non, mais oui. Vous voyez, il fallait. Ouais. Oui, parce qu'il c'est pas vraiment. Pourquoi ? C'est pas dans le sens de l'histoire. Attends, il nous reste 40 secondes. Ton outil industriel, parce qu'il faut des industriels pour fabriquer tout ça, quand même. On travaille avec. Oui, on a des partenaires industriels sur chaque technologie. C'est des partenaires différents. Ouais. Qui te font confiance ? Qui me font confiance, que je connais depuis de nombreuses années, Oui, c'est ça, voilà. Et qui travaillent, j'imagine, aussi avec les grands professionnels de la détergence et de la lessive. Voilà, c'est ça. Mais qui se disent aussi qu'à un moment, il va falloir changer de pratique. Mais oui, parce qu'il est temps de proposer autre chose, exactement. C'est incroyable. Hein. Et ça vous donne envie de faire le ménage ? Mais je fais le ménage. Alors, puis en plus, c'est la lessive. C'est plus simple que le ménage. Mais le sujet, c'est la façon dont vous réfléchissez aujourd'hui, dont vous construisez vos entreprises, vos modèles et tout. C'est formidable. Bonjour, Dominique, président de Météorage. Il y a plein de choses qui m'intéressent. On n'a que 10 minutes et donc il faut aller vite. La première chose qui m'intéresse, parce qu'on est Bismart et qu'on est du business, c'est que vous êtes un spin-off de Météo France, d'une certaine manière. Comment ça se passe, ça ? J'ai vu que vous aviez plutôt une formation commerciale, d'ailleurs. Oui, alors, on va parler des orages. Et donc, c'est vous qui avez fait une forme de spin-off de Météo France ? Oui, on peut dire ça comme ça. En fait, dans ce cas-là, Météo France a racheté une compagnie qui existait déjà, qui avait été créée comme une start-up. Ouais. Et Météo France l'a racheté parce que c'était un domaine d'intérêt évident pour Météo France. Et c'est vrai que c'était la première fois que Météo France avait une filiale, puisque c'est une filiale, donc. Et ça a donné envie d'en faire quelques-unes, d'autres, dans des niches. Et donc, et j'ai été l'acteur, en fait, pour tout dire, à Météo France, parce que je viens moi-même de Météo France. Mais oui. Et donc, ça m'a donné envie, et j'ai été suivi par Météo France, de créer quelques filiales, dont une qui s'appelle Predict Service, qui gère le risque inondation, une autre qui porte les savoir-faire météo de français à l'international, Météo France International, et on en avait créé une, mais qui a ensuite évolué autrement, qu'on a créé avec Euronext, sur des produits financiers, en fait. Mais alors, je peux vous demander, Dominique, à ce moment-là, si je prends là Météorage, c'est quand même une boîte qui fait aujourd'hui 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Sur la structure du capital, Météo France garde une part du capital. Les 2 tiers. Les 2 tiers du capital. Et 1 tiers, c'est le co-actionnaire qu'on a scruté dès le départ, d'ailleurs, qui est l'industriel qui fabrique les capteurs, puisque on est dans la haute technologie. C'est le finlandais, c'est ça, hein ? C'est ça, voilà. C'est ça, qui au départ était un américain, et qui a été racheté. Donc, en fait, la technologie vient de l'université américaine, comme souvent dans les hautes technologies. C'est l'université de Tucson, Arizona, qui a créé une spin-off industrielle, qui a développé ce savoir-faire et qui, quelques temps après, a été racheté par le leader mondial de l'équipement météo, Vaisala, qui est finlandais, effectivement, qui est coté en bourse. Tucson, Arizona, où là, il doit y avoir des méga orages. C'est extraordinaire. Moi, du coup, j'y suis allé plusieurs fois. Il y a de quoi se faire peur. Il y a de quoi se faire peur. Mais quand même, parce que c'est monstrueux. Non, mais l'intensité électrique d'un orage, c'est monstrueux. Sur vos prises électriques, vous avez l'ampérage. C'est 16 ampères, 32 ampères pour les gros disjoncteurs. Un coup de foudre, ça s'exprime en milliers d'ampères. Un petit coup de foudre, c'est 1000 ampères. Les très gros, c'est plusieurs centaines de milliers d'ampères. C'est monstrueux. Jamais on pourra récupérer cette énergie. Non, on a essayé. Elle est trop erratique, en fait. Non. Donc la réponse est non.
on peut s'en protéger, on peut la prévenir, et c'est tout ce qu'on peut faire. Et on ne peut pas l'empêcher de tomber non plus. Non. Les gens qui veulent changer le climat, qui se sont cassés les dents, et c'est une bonne chose. Oui, mais on ne peut pas l'empêcher de tomber, mais elle ne tombe pas toujours. J'ai appris, alors, en vous écoutant, Absolument. que... La majorité de l'activité électrique reste à l'intérieur des nuages, et ce n'est qu'une fraction, ça dépend un peu des formes de nuages, mais 20% environ qui fait ce qu'on appelle un nuage-sol, donc qui tombe au sol, effectivement. Et donc on détecte les deux, avec notre... On va y aller, bien sûr, mais cette seule fraction, c'est quand même... Il y a 100 impacts de foudre par seconde. Absolument, dans le monde. Dans le monde, dans le monde. Ça, on parle du nombre d'impacts dans le monde. Absolument. C'est absolument considérable. Alors, en France, heureusement, on en a beaucoup moins. Et on vient de publier, hier d'ailleurs, la statistique sur l'année dernière, qui est une année faiblement foudroyée, mais il y a quand même plus de 300 000 impacts qui sont tombés sur le sol métropolitain. Une année faiblement foudroyée. C'est mignon. On arrive à dire des choses et à prononcer des phrases qui sont magnifiques. Dans son truc, absolument. On en voit là, voilà, on en voit. Alors c'est du slow motion évidemment. Oui, alors ça, ce sont des caméras. En fait, on s'en sert pour des raisons techniques, mais du coup, ça fait des belles images. On a des caméras très rapides, à 7000 images secondes, qui nous permettent en fait, quand on va sous un orage, de détecter chaque impact. Et donc, on est capable ensuite de corréler avec notre système pour s'assurer qu'il les a bien vus, lui aussi. Ouais, c'est ça, fait pour ça, en fait. D'accord. Mais du coup, ça fait de belles images et on voit... voilà, celui-là, il reste un et là, il tombe par terre. Mais alors, donc, c'est la même intensité électrique que l'on voit descendre absolument. Oui. Et se diviser en multiples branches. Et avec des extensions qui peuvent être considérables. L'extension géographique horizontale peut être en dizaines de kilomètres. Donc donc, et tout ça dans des gros cumulonimbus. Dernière question d'ordre général avant d'aller sur l'activité de météorage. Changement climatique, les orages sont plus forts, moins forts. Là. Vous regardez les choses depuis 10 ans. Oui, 30 ans. 30 ans. Donc on a une vraie climatologie, et la réponse est non. La réponse, on n'a pas de signal, on est dans la variabilité météorologique. Vous savez qu'on oppose, il y a deux mots complémentaires, météorologique, climatique. Absolument. Et là, on est dans la variabilité normale météorologique. On n'a pas vu de signal climatique, même si les scientifiques nous prédisent qu'on aura effectivement... Alors, ça dépend un peu des régions. Par exemple, sur les régions méditerranéennes, on voit effectivement une petite évolution avec plus d'orages et avec plus d'activité électrique. Mais au niveau global, il n'y a pas de signal. Bon, alors, on ne peut pas l'empêcher de tomber, on ne peut pas la récupérer. Non. On peut essayer de prévoir l'impact. Et c'est là que l'activité de météorage commence. Oui, c'est ça. Le but, c'est de savoir, effectivement, une fois que... En fait, on part d'une détection. Donc, on détecte... Que vous avez vu avec des images, ça veut dire que ces éclairs, on les voit avec notre système. Et une fois qu'on les a vus, on est capable de mesurer de prévoir leur déplacement sur une géographie, et donc de prévenir nos utilisateurs en disant cet orage-là, qui s'est formé, il existe, il est en train d'arriver chez vous. Et donc on leur donne une alerte jusqu'à 1 heure de préavis. 1 heure de préavis pour se mettre aux abris. Alors, pour se mettre, mais c'est surtout mettre en sécurité les réseaux. Mais c'est ça. Ce sont les deux choses. On n'a pas de raison d'être, mais pour autant, on s'est donné une mission qui est de protéger des vies, de sauver des vies, d'empêcher des accidents, et d'autre part, de protéger des installations. Et donc, nos utilisateurs, qui sont principalement des industriels, mettent en sécurité des installations, puisqu'en fait, les perturbations sont électrique, le phénomène est électrique, électricité atmosphérique, et crée des perturbations électriques. Et des perturbations électriques chez un industriel, ça peut complètement ficher en l'air une ligne de production. Évidemment, bien sûr. Voilà. Donc le but, une fois qu'on est prévenu, c'est d'avoir des procédures de mise en sécurité de ces installations. Mais alors, pardon, encore une question totalement idiote, mais la mécanique, si j'ose dire, ça se passe comment ? C'est l'intensité électrique de la foudre qui pénètre dans le réseau et met tout en surtension ? C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. La plupart, pas tout. Les coups au but sont rares. Il est rare qu'une... Ça veut dire quoi, coup au but ? Coup au but, ça veut dire qu'en fait, on la est directement... tombe sur le câble,
Voilà, c'est ça. Ou sur le nœud de réseau. C'est ça. Donc ça, heureusement, c'est rare. En revanche, elle tombe quelque part sur le réseau électrique et elle se propage tout au long du réseau, sur plusieurs dizaines de kilomètres. Et donc, quand vous êtes sur cette propagation et que vous êtes soit chez vous avec une box qui saute, soit un industriel avec une machine à commande numérique, il y a tout ça qui saute, en fait. Ça. Et ça se fait à la fois par les réseaux et également, mais ça va moins loin, dans le sol. Donc ça se propage également dans le sol. Alors, vous parliez de mettre en sécurité les gens. Enfin, des morts foudroyés, ça reste... Heureusement. Oui, heureusement, mais... Heureusement, alors, ça dépend où. Dans le monde, ça reste une cause importante de décès. La 25e cause mondiale de décès, c'est la foudre. Il faut dire que... La 25e ? Oui, absolument. Oui, donc c'est considérable. Ah, je suis sidéré. Oui, et il faut dire qu'on n'a plus les mêmes pratiques en Europe et en France. Mais il y a beaucoup de monde dans l'agriculture, en fait. Et dans des pays très foudroyés. En Asie du Sud-Est, par exemple. En Afrique. Ah oui, et si on lâche pas sa fourche quand l'orage arrive. Absolument. Et donc, alors heureusement, en Europe, on n'a plus les mêmes habitudes, l'économie n'est plus la même, donc il y a moins de gens dehors à un moment donné. Donc les accidents de personnes, en Europe, c'est quelques petites centaines par an d'accidents de personnes, dont environ 10% avec... malheureusement des issues fatales. Voilà. Évidemment, et je crois que... Alors c'est combien ? C'est près d'1 millier de campings qui aujourd'hui ont recours à ce service, par absolument. exemple. Oui, c'est ça. Et donc là, typiquement, dans des campings, des golfs, etc., tous les grands sites qui reçoivent du public, le Puy du Fou, et Disney, etc., ça veut dire qu'il faut mettre en sécurité les personnes. Mettre en sécurité, c'est... on arrête tous les jeux liés à l'eau, tous les parce que c'est évidemment très conducteur, et autant que possible, on fait rentrer les gens dans du dur. Donc, dans une maison, on est à l'abri, alors que sous une tente, on n'est pas à l'abri. Le paratonnerre reste une protection... Absolument. C'est une bonne protection. Parfaite. Absolument. Elle n'est pas parfaite parce qu'elle ne va pas très loin, mais elle est très bonne. Si, bien sûr, elle est très bonne. Quand on est dans l'industrie, on a des choses plus sophistiquées. Ça, c'est des caches maillées, des choses comme ça. Ouais. Et par ailleurs, il faut des protections électriques, donc contre les surtensions que vous évoquez. Donc là, ce sont les parafoudres. Donc, ils fonctionnent comme des disjoncteurs, alors. C'est ça, c'est ça, absolument. Mais il faut les deux, et malgré ça, il faut quand même être prévenu de l'orage pour mettre en sécurité ce qui ne peut pas l'être. Les meilleurs parafoudres ne protégeront jamais de tout. Il y a combien de capteurs météo-orage dans le monde aujourd'hui Alors aujourd'hui, on couvre l'Europe avec une centaine de capteurs. Et par ailleurs, on est capable de voir le monde entier avec un petit nombre de capteurs qui voient extrêmement loin, mondiaux. Donc on est capable de faire le même service modulo, des performances un peu plus light, y compris au cœur de l'Argentine, par exemple. C'est ce qu'on fait. Il nous reste quelques secondes à peine. L'importance des précipitations liées à l'orage, c'est un autre sujet, ça aussi. Oui, bien sûr. Mais qui n'a rien à voir, en fait, avec les éclairs, ou qui peut aussi Si, être... en fait, un orage est caractérisé par la foudre. Quand il y a la foudre, c'est un orage. Et c'est quand il y a de l'orage qu'il y a des très fortes précipitations. Ouais. Donc c'est le meilleur proxy, pour utiliser un terme bien français, des orages très intenses. Et donc, oui, bien sûr, c'est le meilleur signe des orages violents. On a un leader mondial au fin fond du Béarn. Absolument. Au fond du Béarn. Absolument. De la connaissance de ce qui est une des plus incroyables puissances que la nature puisse aujourd'hui développer. Mais pour lesquelles on a quelques moyens donc, de prévention. Donc on est là pour mitiguer les risques. Dominique Lapeyre de Chavardès, donc le président de Météorage. Donc, on termine avec Josse de Villeneuve. Bonjour, Josse. Bonjour. Alors, parcours d'entrepreneur. Bon, c'est pas un secret, vous voyez pourquoi la question du sourcil m'intéresse. Eh bien voilà. Et d'ailleurs, on se reverra dans un atelier, si le courage... J'ai jamais osé rentrer. Eh bien pourquoi ? Mais ça, j'imagine qu'il y a des tas d'hommes qui vous disent ça. Alors, donc, on va parler de l'atelier du sourcil, mesdames, messieurs. C'est vrai que c'est dommage, mais quand même, je souligne qu'on a de plus en plus d'hommes qui fréquentent l'enseigne. Et puis, aujourd'hui, ça c'est... Des jeunes, vraiment... mais des quinquas, vous en avez aussi ? Des quinquas. Ouais, ça y est, parce que c'est pas dans notre... Et d'ailleurs, les premiers clients qui ont fréquenté mon premier atelier faisaient partie quand même de ces
ces hommes d'affaires soignés qui viennent entretenir le sourcil. Pourquoi ? Parce que le sourcil a tendance avec l'âge à frisoter, à blanchir, à grandir. Absolument. Voilà, les poils quand même deviennent un petit peu anarchiques. Vous savez, un jour, on se marrait avec alors, celui qui m'a énormément inspiré, qui s'appelle Emmanuel Chin. Oui. C'est-à-dire qu'on est quand même, alors peut-être d'autres, mais on est deux journalistes audiovisuels passionnés par l'entreprise, les entrepreneurs, voilà. Et on est tous les deux avec. Donc on s'est dit, il y a peut-être un déterminisme en fait. Mais c'est plutôt, c'est vrai que son nom revient toujours. Hein. Ah, bah, évidemment. Systématiquement, il est pris comme cible. Et parce que lui, alors nous on en discutait un peu. Moi, on oublie Frida Kahlo. Hein, moi, je les coupe régulièrement comme ça à la dure, quoi. Vous voyez, voilà, hein, ce qu'il faut pas faire. Hein. Mais lui, non. Lui, en fait, il s'en fout, il vit avec, etc. Je vous ai vu. Non, juste un truc. On va aller sur votre parcours là, mais oui. Je vous ai vu dire, ça c'est important, dire aux jeunes filles, surtout n'y touchez pas avant un certain âge. C'est vrai ça ? C'est vrai. C'est vrai parce que le système pileux en fait évolue. Et puis, quand on a 16 ans et qu'on commence à venir abîmer le système pileux, qui est quand même assez faible, hein, généralement, si les jeunes filles y touchent, à un moment donné, c'est l'inverse qui se produit, ça peut ne pas repousser. Et donc, on détruit un peu, c'est un bulbe qui est assez fragile. Et donc prenez votre mal en patience. On prend son mal en patience, ou alors on vient plutôt fréquenter l'enseigne. Voilà, ou alors on demande à papa, maman. Oui, mais on demande d'abord à papa, maman. On ne fait pas de tir, on ne fait pas soi-même, on évite. C'est hyper fragile en fait. C'est hyper fragile. Quand on commence très jeune, on s'abîme réellement, on peut réellement s'abîmer les sourcils et se retrouver à 16 ans avec des sourcils qui deviennent très fins, avec une mode un peu passée. En 13 ans, 14 ans, 2006, hein, c'est ça ? On est dans la 15e année. 15e année. Vous avez créé quand même un petit empire. C'est-à-dire que c'est 110 ateliers. Vous me dites bientôt, ce sera bientôt 110. Hein, 110 ateliers du sourcil. Oui. Où s'est allumée la lumière qui vous a fait penser que sur quand même ce tout petit truc-là, il pouvait y avoir une niche capable de créer 110 ateliers alors que... Bon, globalement, les instituts de beauté faisaient ça. Je réfléchissais à l'image, c'est comme si, en fait, un groupe de cosmétiques se disait « je vais faire que du mascara ». C'est ça. C'est ça, mais... Comment s'est allumée la petite lumière ? Alors, la lumière s'est allumée, d'abord, j'avais quand même une expérience depuis 20 ans. Mais en institut de beauté... J'arrive du maquillage, voilà. J'ai fait des formation de maquillage permanent. J'étais vraiment dans le premier wagon des personnes qui ont touché à dermopigmentation. Vous savez, cette forme un petit peu de venir remplir avec semi-permanent, un peu une forme de tatouage. Donc, j'avais ça à mon actif depuis un grand nombre d'années. Et très vite, voilà, j'avançais en âge. Et un jour, situation familiale, on se repositionne, on s'interroge, on se demande ce qu'on va faire. Et puis, j'ai griffonné un peu quelques prestations qui pourraient rentrer sur une toute petite carte. Parce que, évidemment, j'ai inventé le mot restructuration pour marquer quelque chose qui était assez identitaire par rapport à... Restructuration du sourcil, du regard. Parce que c'est le regard, en fait, hein, votre sujet. C'est le regard, c'est le regard. Mais j'ai appelé atelier sourcil, écoutez. Non, mais bravo, mais bravo. J'ai hésité. C'était entre les deux et je ne sais pas, l'atelier sourcil, c'était plus parlant. Personne ne connaissait. On arrive quand même sur une prestation, un métier qui est tout nouveau. Et donc, j'étais quand même un petit peu frileuse, hein, je dois avouer. Mais en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que cette intuition que vous avez eue, elle dit tout. Vous auriez dit regard. Il fait quoi ? Il fait de la cosmétique, il fait des lunettes, enfin, ça aurait pu être n'importe quoi. Oui, l'atelier du sourcil, c'est l'atelier du sourcil, point à la ligne. Ça parle tout seul. Et l'atelier du sourcil, alors ça s'est accompagné de quoi ? Ça s'est accompagné de plein de rencontres. Hein. De toute façon, une vie d'entrepreneur, elle est aussi avec... Alors, c'est ça le deuxième point. C'est donc, OK, vous griffonnez, vous avez une boutique. Vous travaillez beaucoup, vous avez une boutique. Bon. Et puis les clientes sont satisfaites. C'est-à-dire qu'on rencontre une valeur ajoutée au travail. À un moment, il faut rencontrer quand même un levier. Oui. Qui va faire que, boum, on va passer à 100. Alors, le premier levier, c'est d'ouvrir une boutique plus grande, parce que j'ai commencé dans 17 mètres carrés rue Rennequin. C'était à Paris ? Vraiment le petit endroit, oui. À Paris ? À Paris, vers la place des Terres. D'accord, 17 mètres carrés. Et puis, un jour, Christina, enfin, en tous les cas, les équipes de Christina et de cette nouvelle émission me contactent pour intervenir sur des c'est quoi ? Alors, parce que je ne connais pas ça, malheureusement. Oui, c'est M6. Oui, c'est ça. Une émission de relooking qui venait un petit peu... et c'est eux qui vous spotent ? Alors, oui, exactement.
On me spot et puis du coup je participe. Alors c'était pas une collaboration, hein, vraiment je participe pour venir accompagner le changement de coiffure, le changement de vêtements et puis le changement du sourcil. Et là on voit une nette différence. Et puis alors je continue un peu quelques interventions comme ça. Donc portée. Parce qu'évidemment, les médias, on connaît la portée. Ah bah là, tout de suite, enfin surtout une émission comme celle-là. C'est-à-dire que c'est ciblé directement dans la niche que vous vouliez atteindre. Oui, et puis on réalise de plus en plus que le sourcil, c'est important, c'est capital. On sait bien, d'ailleurs... alors, bien sûr qu'on a des personnes qui ont des traitements, des choses, et on voit bien quand le système pileux devient affaibli. Restons sur la croissance. Oui. Ok, donc, vu à la télé, très efficace. Ça permet de dire d'ailleurs à tous les entrepreneurs, sans publicité, sans annonce, sans communication, vous n'existerez pas. Enfin, c'est certain. Il y en a qui croient encore qu'il y a une espèce de magie qui va tout à coup les saisir. Non, voilà. Alors vous avez eu la... Partie de bouche à oreille, voilà. bien sûr. Oui, bien sûr. C'est beau. Ça va. Il faut communiquer. Bon, mais même sûr. le bouche à oreille, c'est une forme de communication. Il faut communiquer. Bon. Mais à un moment, alors c'est quoi? C'est à ce moment-là, c'est le financier qui vient taper? Non. Il y a une rencontre. Personne qui devient amie et qui me dit à un moment donné, bon écoute, on s'associe, je te donne de mon temps pendant 6 mois et on voit comment on peut avancer. C'est sûr que quand on a les mains dans le cambouis, c'est-à-dire quand on est actif toute la journée avec des clientes dans sa boutique, on peut difficilement faire autre chose. C'est clair. On peut pas, on peut rien faire d'autre. Donc on travaille et puis lui m'apporte évidemment. C'était une expérience de chef d'entreprise, c'était un ancien chef d'entreprise ou quelqu'un? Pas du tout. Il sortait de l'informatique, il se retrouve pareil à un virage de sa vie où il ne sait pas trop quoi faire. Et il me dit, écoute, viens. Je vais t'aider à structurer le truc. Je vais t'aider. Et il décroche le téléphone et je lui donne toutes les ficelles du métier. Mais il décroche le téléphone pour appeler qui? Il décroche le téléphone pour répondre aux appels. Il s'intéresse au métier et je lui donne tous les codes qui sont... D'accord, mais ça, c'est encore les clients, là, à ce moment-là. Mais à un moment, il faut appeler quelqu'un qui va vous donner les moyens d'aller développer 10, 15, 20 boutiques. On le fait tous les deux. Et sur fonds propres, vous allez le faire sur fonds propres. Vous financez vos développements? Exactement. Alors j'entendais parler de dividendes. Ouais. Donc là, pas de dividendes. Enfin si, réinvesti. Réinvesti. Voilà, réinvesti. Oui, c'est ça, exactement. À chaque fois, c'est réinvesti. Des salaires quasi nuls. Et puis... alors, une période, hein, bien entendu, mais à un moment donné, on mise tout sur la bonne santé de l'enseigne, et puis des rencontres, et puis un Olivier qui arrive, j'appelle un peu les noms des collaborateurs par leur prénom. C'est votre famille. Un David qui arrive, un Olivier. Oui, parce que vous vous êtes développé en franchise. C'est ça. Dès le début en franchise? Alors, dès le début, non, c'est pareil, une autre rencontre, c'est-à-dire qu'on ouvre notre 3e boutique, et là, se trouve à côté un jeune entrepreneur aussi, qui lui était dans le monde un peu du spa, enfin de la mise en forme. Et lui avait plutôt la capacité de nous accompagner sur le développement franchise, ce qu'on n'avait pas encore envisagé. Et on s'y met à 3. Et là, ça fusionne. Première petite fusion, en tous les cas, entre nous 3. Et puis, on se lance. Et puis là, ça décolle vraiment. Ben oui, grosse surprise, c'est qu'on a une demande par jour. Tous les jours. Des esthéticiennes? Non, pas que, des entrepreneurs, tout type de profil. En réalité, c'était vraiment, on sentait que... et on gagne le prix de la franchise. Avec un avocat qui nous a accompagnés sur le développement et on gagne le premier prix de la franchise. Meilleur concept. C'était il y a combien de temps, ça, le prix de la franchise? En 2011. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il fallait quand même une preuve de concept sur 3 magasins, 3 boutiques pour pouvoir dire OK, on y va. Et là, c'est hyper normé. Quand vous franchisez, quand vous développez en franchise, c'est parce que, là on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a un décor particulier, vous avez réfléchi à énormément de choses autour de cet atelier. Oui, mais c'est toujours un petit peu, on est toujours dans une espèce de bricolage, parce que je pense que c'est normé quand on arrive à rencontrer un Jean-Michel Caram et que là, on vient structurer. Et j'ai envie de dire que l'étape... Alors là, encore un nom que je ne connais pas, Jean-Michel Caram, dites-moi. Alors, le président de Chioma, et qui vient, qui fait une proposition de rachat. En tous les cas... Ah, mais c'est celui qui vous a racheté il y a quelques mois à peine, alors, celui-là? C'est ça. Ah, mais oui, mais lui, pendant lui, ces 10 années... Lui, il va profiter de tout votre boulot, ça, c'est très bien. Non, lui, il a une vraie valeur ajoutée, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, dans l'entreprise, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a pas toutes les compétences. Et que...
ça s'arrête à une période. Enfin, quand même, dites quand donc, on part d'une boutique. Joss, 109 ateliers, pardon, mais Oui, dire que 109 vous n'avez pas tout. boutiques. Ouais, oh. 109 boutiques, c'est vrai. Ça va, je ne sais pas quelles compétences Beaucoup de vous n'avez travail. pas quand même. Hein, pour Merci, développer. c'est gentil. Non, mais sérieusement. Mais il faut être accompagné quand même. C'est ça. Que c'est important. Vous avez senti à un moment, donné- alors je voulais en venir là justement, à un moment donné, au-delà de 100 boutiques, le phénomène qui peut, vous dites, je ne peux pas gérer ça toute seule. Bah, l'international, enfin, en tous les cas, on a ouvert Londres. Londres a capoté. Donc, c'est là où on se dit, bah, finalement, on n'était Pourquoi pas... Alors pourquoi Parce qu'on n'était pas dimensionné, je pense, pour pouvoir accéder à une ville comme Londres, avec une culture différente de la beauté, et on n'avait pas mesuré l'enjeu, et plouf, quoi, on est bien tombé. Donc, à un moment donné, il faut être armé de gens qui ont un peu la connaissance. L'international, c'est vraiment compliqué. C'est ça votre nouvelle frontière Ah bah, maintenant. c'est ça, mais c'est ça mon rêve surtout. Donc là, vraiment, c'est excitant parce que c'est le produit, la réalisation de conceptualiser plein d'accessoires, d'aller sur toutes mes idées nouvelles, parce que je suis maquilleuse de base, donc ramener quand même des nouveautés dans le Oui, métier. c'est ça, parce qu'il y a, avec ce développement, toute une gamme de maquillage, d'accessoires, etc., que vous avez développé. Oui, ça, je suis fière parce que j'adore, c'est mes produits. Sous la marque, l'atelier du sourcil. Bien entendu. Et sous l'atelier du sourcil se cache Joss dans le produit. Alors, tout n'est pas parfait, mais en tous les cas, on travaillera à ce que tout le devienne parce que c'est mon métier. Et puis surtout, je vais vous dire, la réussite, elle est surtout sur la passion et puis le travail. C'est-à-dire que les deux... Combien de temps, quand vous regardez en arrière, ce que je vous ai proposé de faire là pendant un quart d'heure, combien de temps vous avez mangé de la vache enragée vraiment? C'est-à-dire, combien de temps a vraiment manger à peine des pâtes, dormir 4 heures par jour, 4 heures par 24 heures, etc. et tout quoi? 3-4 ans ça dure? Oui, Ouais, c'est peut-être ça. un peu plus. Waouh. Oui, mais c'est génial. Mais oui, mais Ah quelle bah oui, force mais vous avez. non, mais c'est la passion. Si on n'est pas dévoré par la passion, si on est dévoré que par la réussite, ça fonctionne pas. Il va manquer des billes un petit peu au moment dans votre sachet. Donc non, il faut que tout y soit. Et vraiment, je pense que numéro 1, c'est le concept, l'idée, la passion, le travail. Et puis après, on y va, on s'envole. Et puis les belles rencontres. Dévoré par la passion. Dévoré par la passion, Juste, ouais. alors, je voulais commencer par ça, puis il reste une minute. Le masque. Oui. Mais ce qu'on vit en ce moment. Les yeux. Mais les yeux, mais c'est le Les yeux triomphe. dans les yeux. Mais c'est le triomphe de l'atelier du Eh sourcil, oui, là. on détrône les rouges à lèvres. Ah, mais Jean-Paul Agon, patron de C'est ça, L'Oréal, est venu me le dire. exactement. Voilà. C'est ça. Alors lui pense que le rouge à lèvres va quand même repartir en force et bien que tout ça entendu. sera fini. Mais là, c'est le mascara. Bah là, Le oui, mascara règne en maître. On cible les yeux en permanence, on se regarde dans les yeux. De toute façon, même si on trouve un peu d'originalité dans certains masques, oui, les yeux dans les yeux. Vous en Donc c'est avez, bien. enfin, je veux dire, vous l'avez senti dans votre activité à un moment, cette importance du regard là depuis 6 mois, et Non. on en a peut-être encore pour un petit moment. Oui, bien sûr qu'on le sent. C'est-à-dire que là, on sent que le produit, et j'échangeais tout à l'heure avec une personne qui me dit, ben moi, le mascara, en ce moment, c'est précieux. Ouais. Et oui, on se maquille et il faut que ça pétille au moins dans le regard, parce que sinon on est bien triste. Bon, merci beaucoup pour tout ça. Merci. Joss. Voilà, merci Et puis, infiniment. je vous attends. Je crois que c'est foutu. quand Au même. plaisir. On n'est pas très loin. L'atelier du sourcil, donc, pour finir cette émission. Et on revient demain, les amis, avec d'autres entrepreneurs. Qu'est-ce que vous avez dit? Dévoré par la passion. J'adore, dévoré par la passion. À demain.